Bonjour à tous. Ce matin, j'ai l'honneur de briser la glace en vous présentant un état des lieux euh, un état des lieux des besoins futurs au soutien à l'autonomie des personnes âgées. Ce matin, je vais vous présenter des projections que nous avons obtenues par rapport au nombre d'usagers en soutien à la perte d'autonomie et par rapport à ces coûts. Je tiens tout d'abord à préciser que ces résultats-là ont été réalisés en collaboration avec Régent Hébert, Pierre-Carl Michaud et Julien Narot. Au niveau de notre modélisation, nous avons tenu compte de trois grands aspects du système de soutien aux personnes en perte d'autonomie. Donc, à proprement dire, nous avons le soutien à l'autonomie des personnes âgées, donc le SAPA, qui correspond à des services fournis directement par le gouvernement aux personnes ayant des besoins d'autonomie. Ces services se répartissent selon trois milieux de vie. Le premier étant les ressources intermédiaires et résidences de type familial. Le deuxième, les centres d'hébergement et de soins de longue durée. Et le dernier, le soutien à domicile. Dans notre modélisation, nous tenons compte également de deux mesures de soutien plus périphériques qui visent à financer une partie des frais de soutien à domicile qui sont achetés achetés individuellement par les usagers. Donc, nous avons le programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique et le crédit d'impôt pour le maintien à domicile. Un deuxième élément important dont nous tenons compte dans notre modélisation est l'intensité des besoins. Nous tenons compte de cet aspect en se basant sur les profils ISO-SMART. Donc, les profils ISO-SMART est une échelle largement utilisée dans le réseau de la santé à des fins cliniques. Donc, ici, nous allons l'utiliser à des fins de manière pour évaluer les coûts, principalement pour évaluer les coûts en soutien à domicile. Donc, cette échelle varie de 1 à 14, où une personne ayant un profil de 1 a des besoins plus faibles en soutien à l'autonomie et une personne avec un profil 14 aura des besoins très importants en soutien. Donc, cette échelle-là nous permet d'évaluer les besoins en heures de service de soutien à l'autonomie par rapport à trois aspects, donc les soins infirmiers, les soins d'assistance et l'aide domestique. Donc, par le passé, Dubuc, Hébert et co-auteurs ont évalué un nombre d'heures de services nécessaires pour subvenir aux besoins des personnes en perte d'autonomie selon le profil ISO-SMART. Donc ici, nous avons un tableau qui présente les heures de service, mais pour effectuer notre évaluation de coût, nous avons besoin d'évaluer les heures de déplacement, comme les personnes vont devoir, comme les aidants vont devoir se déplacer auprès des personnes à domicile pour obtenir un nombre d'heures totales travaillées. Donc, les heures totales travaillées passent de 417 pour un profil 1 à près de 3, à un peu plus de 3000 pour des profils de 11 et plus. Donc ici, nos modélisations, la modélisation que nous effectuons, ou les projections, nous faisons des projections qui vont de 2020 à 2050 et il est important de mentionner que ces projections sont réalisées dans un contexte de statu quo. Donc, nous supposons que à l'avenir, il n'y aura aucune modification qui seront apportées aux mesures actuelles de soutien et qu'il n'y a aucune contrainte par rapport à l'augmentation des ressources allouées à ces mesures. Donc, de manière un peu plus concrète, qu'est-ce que nous faisons, c'est que nous regardons la proportion
nous maintenons constantes les proportions d'usagers SAPA en fonction du groupe d'âge. Donc, si nous regardons en 2020, nous observons 195 700 usagers du soutien à l'autonomie des personnes âgées. Donc, ce nombre va fortement croître avec les années pour atteindre 145 800 personnes en 2050. Cette augmentation est essentiellement due au vieillissement de la population, mais aussi un autre élément important, c'est que la croissance sera plus importante auprès des profils les plus élevés. Donc, par exemple, pour des profils 11 et plus, en 2020, nous avons un peu plus de 30 000 personnes, mais d'ici 2050, ce nombre passera à 83 000. Donc, on peut remarquer que cette tendance se réplique là, de manière générale pour les profils plus élevés. Donc, une fois que nous avons modélisé le nombre d'usagers SAPA, nous répartissons ces usagers selon trois milieux de vie que j'ai mentionnés précédemment, donc les CHSLD, les centres d'hébergement, les RIFTF qui correspondent aux ressources intermédiaires et ressources de type familial, et les SAD pour le soutien à domicile. L'important ici est de voir le tableau 3 présente la proportion de personnes selon le milieu de vie par profil ISO-SMART. Donc, pour les profils allant de 1 à 6, la très grande majorité des personnes se trouvent en soutien à domicile. Par la suite, pour les profils plus élevés, on voit là que cette proportion diminue de manière importante et que c'est plutôt les CHSLD qui prennent en force. Donc, après avoir réparti nos usagers SAPA selon les milieux de vie, nous passons à l'estimation du coût pour le gouvernement des usagers. Donc, pour les CHSLD, nous avons évalué un coût de fonctionnement annuel d'un peu plus d'environ 100 000 à cela, nous ajoutons les coûts de construction de 362 500 financés sur 25 ans à 3 lorsqu'il est nécessaire d'augmenter le nombre de places. Donc, par exemple, en 2020, nous avons environ 40 000 places en CHSLD, mais selon notre modélisation, ce nombre va devoir augmenter et lorsque nous ajoutons une place, nous ajoutons également un coût lié à la construction d'une nouvelle place. Pour les RIRTF, nous avons un coût, pour aussi, ensuite, avec ce coût de fonctionnement et ce coût de construction, il est important de noter que le taux de prise en charge du coût par le gouvernement est de 81,7 %. Donc, pour un coût de fonctionnement d'environ 100 000 le gouvernement va assumer un coût d'environ 82 000 par rapport à ça. Donc, ensuite, nous passons au RIRTF. Donc, le coût de fonctionnement pour ce milieu de vie est légèrement plus faible à 67 100 par année et a un taux de prise en charge du gouvernement de 79 0,7 pardon, 79,7 %. Donc, ensuite, pour les coûts par usager du soutien à domicile, ici, nous avons une modélisation un peu plus fine. Donc, nous avons une partie des coûts du SAD varie selon le profil de l'usager et pour trois types de soins, les soins infirmiers, les soins d'assistance et l'aide domestique. Et ensuite, nous avons un coût fixe pour les autres soins, les autres types de services. Donc, ici, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que le gouvernement actuellement
dans le programme de soins à domicile, de soutien à domicile, offre seulement un taux de 8,3 un taux de service de 8,3 Donc, si, comme je vous ai présenté précédemment, par exemple, pour un profil de 4, pour un profil de 4, si on regarde ici le tableau, Dubuc, Hébert et Hall avaient évalué un nombre d'heures de service nécessaire de 1000 heures par année. Donc, comme le taux de service est présentement en vigueur ou présentement fourni par le gouvernement est de seulement 8,3 en réalité, une personne de profil 4 recevrait seulement 83 heures par année de service. Donc, c'est fortement inférieur au nombre d'heures de service qui devraient être fournies pour subvenir aux besoins d'une personne. Présentement, les personnes qui reçoivent des soutiens à domicile doivent compléter les services publics rendus par des services provenant d'un aidant naturel ou d'un fournisseur privé. Donc, si on passe maintenant à la mesure importante, donc notre coût par milieu de vie, nous obtenons une augmentation considérable du coût pour tous les milieux de vie, avec une croissance plus importante du coût pour les CHSLD. Donc, pour les CHSLD, ça représente d'ici, nous estimons d'ici 2050 une multiplication par 4,4 fois le coût des CHSLD. C'est légèrement inférieur pour les autres milieux de vie, mais quand même assez important. Enfin, de manière rapide, donc, nous avons estimé des scénarios alternatifs pour évaluer un intervalle de confiance de nos coûts avec un scénario optimiste et pessimiste. Cependant, qu'est-ce que nous voyons à l'aide de ces scénarios-là? C'est que même dans le cas d'un scénario optimiste, nous avons une multiplication des coûts totaux pour le programme SAPA par 3,3 d'ici 2050 et ces coûts pourraient même être multipliés par 5,6 dans le cadre d'un scénario pessimiste. Donc, en conclusion, les éléments que j'aimerais que vous reteniez par rapport à cette présentation, c'est que le nombre de places en CHSLD, selon nos estimations, le nombre de places en CHSLD devra doubler d'ici 20 ans. Donc, cette augmentation nécessiterait la construction de 42 144 places d'ici 2040. Ça représente un chiffre considérable étant donné que le nombre de places en CHSLD est resté pratiquement stable durant les dernières années. Aussi, nos résultats ont permis de voir qu'il y aurait une croissance insoutenable du coût du SAPA pour le gouvernement. Ce coût total sera multiplié par 2,3 d'ici 15 ans et par 4,1 d'ici 30 ans. Donc, la seule bonne nouvelle ici, c'est qu'il nous reste encore du temps pour effectuer un virage en douceur du SAPA, mais il faut commencer à agir maintenant. Et c'est dans le cadre c'est dans cet objectif que les travaux de la chaire ont été poursuivis. Donc Pierre-Carl Michaud et Jean Hébert vous présenteront des résultats plus tard en avant-midi. Donc, merci de m'avoir écouté.